Bien, bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, nous allons parler du syndrome métabolique et comment l'accompagner avec la naturopathie. Donc, je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le vif du sujet après une brève présentation de qui je suis et de ce qu'est le syndrome métabolique. Nous verrons ensemble ensuite des solutions pour lutter contre ce syndrome. Dans mon sommaire, il y a marqué place aux questions. Aujourd'hui, on fait un enregistrement de ce webinaire sans public. Donc, les questions ne seront pas posées en live, bien sûr. Mais si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser en commentaire dans la vidéo. Il n'y a aucun souci. Et puis, Françoise Busser des laboratoires Soriavi et moi-même pourrons y répondre. Donc, vraiment, en deux mots, qui suis-je? Donc, je suis Annie Collet, je suis naturopathe et nutritionniste. Je suis basée à Rosheim, donc je suis de formation de base ingénieur chimiste. Je suis passionnée par tout ce qui est nutrition, micronutrition, et puis je travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est plantes, huiles essentielles, et bien entendu l'hygiène de vie par le mouvement, qui est l'un des piliers fondamentaux de la naturopathie, comme nous allons le voir rapidement par la suite. Donc, comme je vous le disais, je suis installée à Rosheim depuis bientôt 5 ans. Je propose également, en plus de ces consultations et de ces conseils en naturopathie et hygiène de vie, des séjours qui mêlent à la fois la randonnée et la naturopathie avec Benoît, mon mari, qui est accompagnateur en montagne. Donc, vous voyez, il y a son site web sur la slide. Je proposerai également très prochainement des cours de running et walking yoga. Je suis actuellement en train de me former sur le sujet. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je propose, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, des conférences, des webinaires, mais aussi des rédactions d'articles et enfin des interventions en entreprise. Donc là aussi, si vous pensez que votre employeur peut être intéressé, je suis à votre disposition. Voilà, donc vraiment en deux mots. Alors, je ne pouvais pas vous parler des solutions naturopathiques pour le syndrome métabolique sans vous expliquer ce qu'est le syndrome métabolique. Nous allons, avant cela, juste rappeler en deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas bien la naturopathie, simplement ce que c'est. Donc, la première chose à retenir, c'est que la naturopathie prend en compte l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'attacher uniquement aux symptômes, mais elle va prendre un petit peu de recul par rapport à ce symptôme et essayer de chercher la cause du symptôme. Le deuxième élément intéressant, c'est que la naturopathie a vraiment un objectif de prévention. On parle souvent de naturopathe comme un éducateur de santé, l'objectif étant de prévenir pour durer. Et puis, le troisième élément à retenir, c'est que le naturopathe va travailler avec une notion de terrain. Le terrain, finalement, c'est un certain nombre de prédispositions que chaque individu a à développer un certain type de pathologie. Ce terrain, en naturopathie, on va l'évaluer avec 3 éléments. La constitution, donc qui constitue la colonne de gauche. Vous voyez que la constitution, c'est quelque chose sur laquelle on a peu de prise, puisque finalement, c'est un héritage génétique. Le tempérament, c'est l'indicateur de votre état, de votre perception, de vos habitudes à un instant T. Donc, bien entendu, votre tempérament d'aujourd'hui peut différer de votre tempérament d'hier. Entre le dimanche et le lundi, il peut y avoir des différences de tempérament. Et enfin, la toxémie, c'est le niveau d'encrassement. Alors, ce n'est pas très, très sympathique comme terminologie, mais pourtant, c'est exactement ça. Vous savez qu'on a des éléments exogènes et d'autres éléments endogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur ou que l'on produit nous-mêmes, qui sont des toxines qui vont petit à petit encrasser le corps. Notre corps, il a cette capacité de se désintoxiquer, mais quand on a certains facteurs qui fonctionnent moins bien, le niveau de toxémie va augmenter. Et donc, ce troisième élément fait partie de la définition du terrain d'une personne. En naturopathie, on va s'appuyer sur 3 piliers principaux. Donc, le premier, c'est une alimentation saine et vivante. Alors, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on va voir tout cela bien détaillé par la suite. Le deuxième, c'est une gestion du stress et des émotions. Et le troisième, le mouvement et la respiration. Donc là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste pour que vous ayez bien la photo à l'esprit juste à l'instant T, mais on va bien détailler tout cela par la suite.
La naturopathie, maintenant vous savez ce que c'est, et juste pour bien repréciser ce n'est pas une pratique de médecine. Les naturopathes lambda, on va dire comme moi, ne sont pas passés par la fac de médecine, donc à ce titre, ils ne prescrivent pas de médicaments, ils ne font pas de diagnostics qui sont du ressort du médecin, et du coup, on parle plutôt de clients ou de clients-patients et non pas de patients. Voilà, ça avait du mal à passer. Alors en naturopathie, pourquoi est-ce on va aller voir un naturopathe? Franchement, les motifs qui reviennent le plus souvent, alors vous voyez, hein, c'est des problèmes de sommeil, des problèmes de gestion du stress, des problèmes métaboliques qui vont nous intéresser aujourd'hui, des problèmes de digestion, ORL, allergies, des problèmes hormonaux. Aussi tout ce qui concerne l'appareil locomoteur, donc ça va être des douleurs, des problèmes d'arthrose, d'ostéoporose, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'activité physique, le fait de reprendre une activité physique sans blessure, de préparer un objectif sportif. Et puis ça peut être aussi tout simplement de retrouver sa vitalité ou de retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors, heureusement, il y a aussi des personnes qui vont consulter un naturopathe juste pour vérifier qu'ils font les choses correctement et continuer ainsi, garder la forme. Mais je vous rassure, ce n'est pas très, très souvent le cas et c'est souvent parce qu'on a un problème qu'on va consulter un naturopathe. Alors, venons-en au fait, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez ici les symptômes qui rentrent dans ce terme très général qu'on appelle le syndrome métabolique, aussi appelé syndrome X. Donc, premier élément, c'est l'obésité viscérale. Je vais vous donner des éléments chiffrés par la suite. Une résistance à l'insuline, de l'hypertension artérielle, un taux de triglycérides élevé, donc celui qu'on va voir dans la prise de sang, et puis un faible taux de cholestérol HDL. Donc, le HDL, retenez que c'est ce que l'on appelle en théorie le bon cholestérol. Voilà, donc il faut qu'on en ait suffisamment pour être en bonne santé. Quand on n'a pas suffisamment, c'est un facteur de risque du syndrome métabolique. Alors, les données chiffrées promises, donc vous voyez que on a l'habitude de dire que l'on a un syndrome métabolique à partir du moment où on développe 3 des 5 facteurs suivants. Le premier, c'est une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,10 g par litre, donc vous regardez votre dernière prise de sang. Le deuxième, c'est un IMC supérieur ou égal à 30. Alors l'IMC, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Donc, vous voyez, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Alors, ça s'obtient très facilement en prenant votre poids en kilogrammes que vous allez diviser par votre taille en mètres au carré. Donc, cet IMC, on a coutume de dire qu'il doit être compris entre 18,5 et 25. Donc, au-delà de 25, on est en surpoids. Au-delà de 30, on est en obésité. Alors, une fois de plus, ce n'est qu'un élément à prendre au milieu des autres éléments. On peut avoir vraiment des corpulences différentes. Vous savez que la graisse pèse moins lourd que le muscle. Malgré tout, on observe vraiment une récurrence de problèmes métaboliques et cardiovasculaires chez les personnes qui ont un IMC qui est supérieur ou égal à 30. Troisième élément, c'est la tension artérielle, donc 135 sur 85 mm de mercure. Ensuite, les triglycérides sanguins, donc là aussi, regardez votre prise de sang, c'est quelque chose qui est pratiquement systématiquement mesuré. Donc à partir du moment où ils sont supérieurs ou égaux à 1,5 g par litre, là aussi, ça fait partie des facteurs de risque du syndrome métabolique. Le périmètre abdominal, souvenez-vous, c'est l'un des éléments que j'ai présenté juste avant, l'obésité viscérale. Donc celui-ci est communément admis pour être inférieur à 94 cm chez l'homme. Donc au-dessus, on va être en facteur de risque, et 80 cm chez la femme. Nous avons ensuite le HDL cholestérol, donc ce fameux bon cholestérol, qui doit être supérieur à 0,4 g par litre chez l'homme, supérieur à 0,5 chez la femme. Alors, quelles sont les causes et facteurs de risque de ce syndrome métabolique? Comment développe-t-on ce syndrome métabolique? Première chose, vraiment, il faut vraiment bien garder ça à l'esprit, une mauvaise alimentation. Si on a vraiment une mauvaise hygiène alimentaire, il est évident qu'on va développer plus de risques qu'une personne qui va quand même faire un minimum attention à son alimentation. On va rentrer dans le détail de ce qu'est une mauvaise alimentation. Vous allez voir que ça peut venir très très vite, même quand on a l'impression de s'alimenter correctement. Première chose, c'est un excès d'acides gras saturés et trans.
donc présent principalement dans les produits animaux, mais aussi dans les produits transformés et ultra transformés. Une carence en oméga 3, donc ces oméga 3 étant présents dans tout ce qui est poisson gras, dans de bonnes huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, et puis les noix, justement, les graines de lin. Un excès de glucides, alors les glucides c'est quoi? C'est tout ce qui est sucré et tout ce qui ressemble à du sucre mais sans le goût sucré. Je m'explique, ça peut être du pain blanc, des pâtes blanches, si on a tendance à manger trop de féculents, entre guillemets, même si on ne mange pas du tout de produits sucrés, eh bien cet excès de glucides aura tendance à être transformé en triglycérides et donc constituer un facteur de risque du syndrome métabolique. Une carence en fibres dans l'alimentation, donc les fibres étant présentes dans tout ce qui est aliments complets ou semi-complets, hein, du riz complet, du pain complet, et puis aussi, bien entendu, dans tous les fruits et légumes, principalement crus et frais, ou en tout cas non épluchés. Un excès de fer, trop de fer dans l'alimentation. Alors, ça peut être d'origine endogène, c'est-à-dire qu'on a du mal à éliminer le fer ou en tout cas, on en métabolise de trop, ou bien on en apporte trop dans l'alimentation. Donc là, ce sera une source exogène. Un déficit en vitamine D. Pourquoi? Parce que la vitamine D peut avoir un impact sur la calcification, donc la sclérose des vaisseaux. Donc, il est important, là aussi, de ne pas avoir de déficit en vitamine D. Et idem, une carence en magnésium et éventuellement en vitamine K, là, c'est plus en lien avec tout ce qui est hypertension artérielle. Enfin, dernier élément, avant-dernier, pardon, c'est un excès de consommation de sel, hein, donc le sodium, qui là aussi va avoir un impact notamment sur l'hypertension artérielle. Un excès d'alcool et de café, et ou d'ailleurs de café, c'est pas forcément les deux, mais ça peut être l'un ou l'autre. Là, on va avoir un impact sur plusieurs éléments du syndrome métabolique, où le plus connu étant l'hypertension artérielle. Et puis des pollutions alimentaires, notamment présentes dans les plastiques comme les bisphénols et les phtalates. Pourquoi? Parce que cela va impacter notamment la bonne détox du foie, le foie ayant un rôle extrêmement important dans la gestion du syndrome métabolique. Alors, d'autres éléments, une mauvaise hygiène de vie avec notamment la prise chronique de certains médicaments. Alors, il y en a vraiment beaucoup, mais on va dire les plus connus sont les inhibiteurs de la pompe à protons que l'on a tendance à prendre quand on souffre d'acidité gastrique. Hein. Donc, ce sont des produits qui peuvent bien soulager, effectivement, que l'on prend aussi en cas de risque d'ulcère, mais qui peuvent avoir des impacts sur le fonctionnement cardiovasculaire. Donc, il est vraiment primordial de les consommer de manière raisonnée. La sédentarité, bon, je ne vous fais pas l'article, on va quand même en reparler un tout petit peu par la suite, mais vous vous doutez bien que quand on est sédentaire, évidemment, c'est un facteur de risque du syndrome métabolique. Le fait de fumer, donc là, impact sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Le manque chronique de sommeil, qui va avoir un impact sur la mauvaise réparation que va normalement faire votre corps durant la nuit. Le stress, les pensées négatives qui ont un impact malheureusement très favorisant sur les terrains inflammatoires qu'on souhaite plutôt calmer. Hein. On va plutôt chercher à faire le pompier qu'à faire le pyromane quand on est dans les questions de syndrome métabolique. Ensuite, on a la pollution de l'air qui a un impact sur les risques d'insuffisance cardiaque. Alors, bien entendu, on parle de pollution de l'air chronique, hein, vous vous en doutez bien. Et il y a un dernier facteur que malheureusement on ne maîtrise pas trop, et vous vous en souvenez, j'en ai parlé dans la définition du terrain, c'est l'hérédité. Hein. Donc il y a vraiment un facteur héréditaire dans ces syndromes métaboliques. Donc si vous savez que vous êtes dans une famille à risque, les conseils qui vont suivre vont être d'autant plus importants à mettre en place pour prévenir la survenue de ces pathologies. Donc voilà pour cette petite partie introductive. Et je vous propose de ne plus attendre et de vraiment aborder les solutions naturopathiques que l'on peut mettre en place pour lutter ou en tout cas prévenir vraiment l'apparition de ces symptômes du syndrome métabolique. Alors pour ce faire, je vais vraiment me baser sur les 3 piliers de la naturopathie que je vous ai présentés tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez, l'alimentation,
tout ce qui est équilibre psycho-émotionnel, hein, la gestion du stress et des émotions, et puis tout ce qui est mouvement, respiration, que l'on appelle communément activité physique. Donc en naturopathie, pour répondre à ces 3 piliers, on se base sur 10 techniques. Donc vous voyez en bleu les trois principales dont j'ai déjà parlé. Et puis, donc voilà, ces 3-là, hop. Et puis après, donc on se base sur d'autres techniques, donc la phytothérapie avec tous ses dérivés, l'hydrologie, donc tout ce qui traite de l'eau, les techniques manuelles, réflexes et respiratoires, les techniques énergétiques et vibratoires. Oups, pardon, je vais aller trop vite. Voilà, donc on est vraiment sur ces techniques-là quand on parle de solutions naturopathiques pour traiter ou prévenir un problème. Alors, on va commencer par la diététique et la nutrition et bien entendu, on va passer vraiment pas mal de temps sur le sujet puisque vous vous souvenez, c'est vraiment l'un des facteurs favorisants de la survenue du syndrome métabolique. Dans les grands principes, je vais vous présenter 10 grands principes qui sont valables là sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais honnêtement qui sont valables vraiment d'une manière générale. Le premier étant d'avoir une alimentation qui soit saine. Alors j'ai mis entre guillemets parce que ça veut vraiment tout et rien dire, l'alimentation saine. Premier élément là-dedans, c'est de consommer des aliments complets. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des fibres. Donc, dans les aliments complets, on va retrouver à la fois les fibres, mais aussi tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc, des nutriments qu'on n'aura pas besoin de chercher ailleurs si on les prend déjà dans une alimentation complète. Précaution à prendre quand on consomme des aliments complets, c'est qu'il faudrait qu'ils soient bio et ou de qualité. Voilà, prenez vraiment, comment dire, approvisionnez-vous chez un maraîcher, par exemple. Vous savez qu'il travaille correctement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne va pas surconsommer de produits chimiques. Pourquoi? Parce que tous ces produits chimiques, les engrais, les pesticides, se logent aussi dans l'enveloppe des grains. C'est-à-dire que si vous achetez un pain complet mais qui n'est pas issu de farine bio, vous aurez les fibres, vous aurez les vitamines, les minéraux, super. Par contre, vous aurez aussi les pesticides et les engrais. Donc vraiment, gardez bien ce point-là à l'esprit. Essayez d'avoir une alimentation qui soit à la fois crue et cuite, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être crudivore et de manger exclusivement du cru, mais alterner du cru et du cuit parce que la cuisson altère malgré tout un certain nombre de composés chimiques, notamment les vitamines qui sont très sensibles à la chaleur. Mais la cuisson peut aussi améliorer la digestibilité et le processus enzymatique. Donc il ne faut pas se dire je pars dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment avoir une alimentation variée. Bien entendu, essayez d'avoir une alimentation qui soit peu ou pas transformée. Bon, ça semble relativement logique. Ensuite, donc, voilà, il ne s'agit pas d'avoir une alimentation vertueuse 100% du temps, parce que sinon, notre deuxième pilier de la naturopathie, qui est la gestion des émotions, va être complètement en déséquilibre, on va être complètement frustré. L'idée, c'est d'avoir un équilibre alimentaire sur une semaine. Donc, essayez de ne pas faire comme l'illustration ici, hein, où en fait, je fais super gaffe du lundi au jeudi, je mange des brocolis et des carottes. Et puis du vendredi au dimanche, c'est la foire à n'importe quoi. Non, l'idée, c'est d'avoir globalement une alimentation équilibrée et de s'offrir des petits plaisirs de temps en temps. Troisième élément, ça c'est vraiment très important, avoir un apport suffisant en protéines. Donc, les protéines, en théorie, c'est presque à chaque repas. Mais quand vous entendez protéines, souvent on entend la viande. Alors, il y a plein d'autres protéines. Hein. Il y a les poissons, les œufs, les fruits de mer, les crustacés. Et puis, il y a aussi les protéines végétales. Vous voyez ici que je vous en ai mis quelques exemples. Retenez que, en gros, les protéines végétales, ce sont tous les produits à base de légumes secs, les lentilles, etc. Tous les produits à base de soja. Hein. Donc, le soja peut être un très bon aliment, il s'agit de le sélectionner correctement, c'est-à-dire bio, là vraiment 100% obligatoire, et puis de qualité, c'est-à-dire des produits qui sont peu transformés, mais qui vont vous apporter des protéines vraiment de qualité. Hein. C'est un produit très complet, le soja. Après, on a d'autres sources de protéines végétales, comme les champignons par exemple, des graines, des fruits à coque. Mais retenez que c'est surtout les légumes secs qui vont vous apporter des protéines en quantité importante. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande d'avoir la moitié d'apport en protéines végétales et l'autre moitié d'apport en protéines animales. Donc gardez bien à l'esprit là aussi une certaine variété dans votre source de protéines.
Donc, toujours dans cet esprit de variété, les céréales. Alors, les céréales, c'est-à-dire, c'est toutes les graines, hein, le riz, le quinoa, le blé, etc. Essayez d'avoir quelque chose de varié, de ne pas consommer tout le temps du blé. Même si vous n'avez aucun problème avec le gluten, le fait de consommer régulièrement du blé peut mener à des processus inflammatoires. Alors, ça va venir vraiment progressivement et à bas bruit. Donc, c'est d'autant plus sournois et c'est d'autant plus important de varier, du coup, sa source de céréales. Une cuisson douce, alors bon là j'ai mis un exemple, hein, c'est en gros un cuiseur vapeur qui ne va pas cuire à plus de 90 degrés, mais il en existe plein d'autres, et puis la cuisson douce, ça peut être aussi un four vapeur, ça peut être aussi une cuisson à l'étouffée. Pourquoi est-ce important? Parce que plus on chauffe et plus on détruit les nutriments. Par ailleurs, quand on va faire des cuissons qui sont vraiment trop importantes en termes de température, on peut créer des substances qui carrément ne sont vraiment pas souhaitables. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet ici. Retenez vraiment qu'on a parlé de cru et de cuit, mais il ne s'agit pas de faire des barbecues tous les jours ou bien des gratins tous les jours. Les bonnes graisses, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, donc essayez de les varier. Alors les graisses, on va les trouver dans les produits animaux, ce sera plutôt des fameux oméga 6 hein, qui sont présents un petit peu trop dans notre alimentation. Là, ce qu'on va chercher à privilégier, ce sont les oméga 3 présents, donc par exemple, comme je l'ai dit, dans les petits poissons gras, mais aussi dans les huiles de colza ou de lin ou dans les fruits à coque que vous voyez ici. Alors surtout dans les noix, hein, en fait les amandes, les noisettes, tout ça, il y en a un petit peu moins. Et puis les oméga 9, hein, des acides gras monoinsaturés présents dans l'huile d'olive. Donc on a souvent tendance à penser que dans l'huile d'olive, il y a des oméga 3. Il n'y en a pas, ou en tout cas très peu. Un petit déjeuner qui soit gras et protéiné. Alors, en France, c'est souvent plutôt l'inverse qu'on fait, c'est-à-dire on va avoir un petit déjeuner plutôt sucré. Eh bien non, c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir un petit déjeuner sucré. Ça va induire plein de mauvais messages au niveau de la glycémie. Et puis, ça va également, en fait, ce sera mal digéré parce que le matin, on ne produit pas ou très peu d'enzymes pour digérer tout ce qui est glucides. Donc, gras et protéiné, ça peut être par exemple ce que vous voyez ici. Alors, on aura un petit peu de glucides avec le pain et sinon, on aura des bonnes protéines avec des œufs à la coque et un petit peu de fromage. Alors, bon, là, c'est déjà un petit déjeuner assez costaud, mais sur le principe, c'est vraiment une très bonne idée, par exemple, de manger des œufs le matin, même si on a du cholestérol. La boisson, alors faites votre choix entre le haut et le bas. Je vous propose plutôt le haut que le bas. Évidemment, donc on va limiter sa consommation d'alcool, mais par contre, il faut avoir une quantité de liquide suffisamment importante. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour boire un petit peu. Ensuite, le 9e élément, et pas des moindres, c'est de limiter sa consommation de sucre. Ensuite, si on consomme du sucre, de limiter sa consommation de sucre blanc, parce que c'est un sucre raffiné. Ce sont vraiment des éléments dont on n'a pas besoin dans l'alimentation. On va les trouver naturellement dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales. Et sachez que en fait, votre corps n'a pas spécialement besoin de consommer du sucre. Il va pouvoir trouver son énergie dans les éléments que je viens de donner ou bien transformer des graisses qui vont permettre de lui apporter de l'énergie. Essayez de ne pas consommer que des produits laitiers, particulièrement de vache. Ils sont réputés comme étant là aussi pro-inflammatoires, un petit peu comme le gluten. Donc, vous n'avez pas d'intolérance, tant mieux pour vous. Mais sachez qu'il est intéressant de limiter et de peut-être aller sur des produits laitiers de plus petits mammifères que sont la chèvre, la brebis, ou éventuellement des produits à base de fruits à coque comme les boissons végétales, d'amandes, de noix, etc. Même si on n'a pas spécialement besoin, mais ça peut être intéressant pour continuer à apporter du plaisir dans l'alimentation. Le dernier point, et pas des moindres, ce sera de manger en conscience, c'est-à-dire d'essayer de prendre son temps, de bien mâcher, d'être conscient de ce qu'on mange, d'apprécier ce qu'on mange, d'admirer son assiette. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, hein, je veux dire, je suis moi-même bien occupée, j'ai moi-même des emplois du temps bien chargés, mais dès que je peux, j'essaye là aussi de mâcher, déjà, ne serait-ce juste que ça, mâcher, insaliver ce qu'on a en bouche,
et le travail sera d'autant plus facilité pour notre système digestif. Deuxième point important par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui quand on mange suffisamment lentement, c'est que la satiété viendra beaucoup plus facilement. On sera beaucoup plus à l'écoute de cette satiété et donc naturellement, on mangera moins. Donc retenez bien que ça c'est important. Un des éléments vraiment marquants si on mange suffisamment lentement, c'est est-ce que je suis le dernier à terminer quand on est plusieurs à table. Vous allez vite vous rendre compte que si vous mangez trop vite, vous n'êtes jamais le dernier à terminer, sauf si bien sûr vous êtes resservi 2 ou 3 assiettes, ce que l'on ne souhaite pas évidemment. Voilà donc pour ces 10 grands principes. Alors, quels sont les aliments à favoriser dans le syndrome métabolique? Vous l'avez compris, les fibres, parce qu'elles permettent de ralentir l'absorption des nutriments, parce qu'elles sont également un facteur préventeur, notamment au niveau du cholestérol. Donc, on a vraiment tout intérêt à intégrer des fibres dans l'alimentation. Une alimentation à IG bas. Alors, IG bas veut dire index glycémique bas. L'index glycémique, en fait, c'est la capacité d'un aliment à faire augmenter le taux de sucre dans votre sang, c'est-à-dire la glycémie. Si vous consommez des aliments qui ont un index glycémique élevé, forcément, votre glycémie va augmenter plus vite. Et le fait d'avoir des pics de glycémie va générer des pics d'insuline. L'insuline étant fabriquée par le pancréas, ça peut provoquer ensuite des hypoglycémies derrière qui vont de nouveau vous donner envie de manger des aliments à index glycémique élevé. Et donc, vous allez faire le yo-yo comme ça toute la journée. Et ça, c'est non seulement quelque chose qui va favoriser le stockage, et également favoriser la fatigue de votre pancréas ou la résistance à l'insuline de vos cellules, ou le pire, les trois. Donc vraiment, essayez d'être attentif et d'avoir une alimentation qui a un index glycémique le plus bas possible. Donc, ne serait-ce que de consommer des aliments riches en fibres va permettre de diminuer l'index glycémique de vos aliments. D'autres aliments à favoriser dans votre assiette de tous les jours, ce sont peut-être ce qu'on va appeler des auxiliaires de cuisine, donc les aliacées, les aromates, les épices. Alors, quelques exemples ici, le cumin, la cannelle et le curcuma. Donc, vous voyez leurs propriétés. Alors, évidemment, ce n'est pas des solutions miracles, il faut tout miser là-dessus, mais ce sont des petites choses, des petits bonus que vous pouvez rajouter dans votre assiette. Le thé vert, qui est une boisson très connue, notamment pour diminuer l'absorption du fer, donc chez les personnes qui auront un taux de ferritine trop élevé, mais aussi qui est un antioxydant majeur, comme le cumin, comme le glutathion. Donc, je ne peux que vous recommander de consommer quelques tasses de thé vert. Alors, il ne faut pas non plus en consommer de trop, mais vous pouvez sans problème consommer 2-3 tasses de thé vert par jour. Des oméga-3, j'en ai déjà largement parlé. Alors, pourquoi basse température? C'est tout simplement que les oméga-3 sont sensibles à la chaleur. Donc, si vous avez tendance à chauffer, à cuisiner avec de l'huile de colza ou avec de l'huile de lin, je vous recommande d'arrêter ces habitudes-là parce que ça peut même devenir toxique, ça peut rancir à la chaleur ou s'oxyder. Donc, il est vraiment préférable de les consommer à basse température, de ne pas les cuire. Par contre, on peut les rajouter sans problème sur une assiette. Les oméga-9, donc vous vous souvenez, c'est dans l'huile d'olive, dans les avocats également, qui seront très favorables à la prévention cardiovasculaire. Rappelez-vous de la cuisine méditerranéenne qui se base sur notamment les olives et l'huile d'olive. Ce n'est pas un hasard qu'on parle de cette diète méditerranéenne pour la prévention cardiovasculaire. Et puis, donc, des légumes donc soit crus, soit cuits à la vapeur douce, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, pour limiter la détérioration des nutriments qui sont présents dans ces légumes. Alors, justement, la diète méditerranéenne, sur quoi est-elle basée? Donc, vous voyez cette pyramide alimentaire. Donc, en gros, ça veut dire que ce qui est en bas, c'est vraiment ce qu'il faut favoriser pratiquement à chaque repas. Et puis, plus on monte, moins on va les consommer. Donc, la diète méditerranéenne, elle est, vous le savez, basée sur des fruits, des légumes, des céréales complètes, de l'huile d'olive, des noix, des légumes secs, des graines, des herbes et des épices à chaque repas ou presque. Et puis, donc, on va rajouter à plusieurs repas donc, des poissons, des fruits de mer, un petit peu moins souvent de la volaille et des œufs, ainsi que des produits laitiers et plutôt produits laitiers de chèvre et de brebis. Vous voyez qu'on parle également de vin.
donc avec modération, un verre par jour, plutôt le midi et plutôt au milieu des repas. Et enfin, moins souvent, mais qui ne sont pas interdits, de la viande, et spécialement de la viande rouge, hein, en gros tout ce qui n'est pas volaille, avec des sucreries. D'autres principes alimentaires, donc ça peut être par exemple le végétarisme. Alors vous voyez que dans le végétarisme, on a vraiment différents niveaux. Alors on a le flexitarien qui n'est pas un végétarien, c'est-à-dire qu'il va consommer occasionnellement des produits animaux, mais ce sera vraiment de manière très occasionnelle. Et puis vraiment dans cet ordre-là, hein, c'est-à-dire des œufs, des poissons et éventuellement de la viande. Le végétarien va consommer des œufs. Alors là, c'est ce qu'on appelle, c'est une appellation commune, mais sachez qu'il y a des ovos végétariens, des ovos pesco-végétariens, enfin, en fonction des aliments qu'ils acceptent ou pas de mettre dans leur alimentation, que ce soit par goût ou que ce soit par conviction. Donc le végétarien, on a coutume de dire qu'il consomme des œufs, mais par contre, il ne consomme pas de poisson ni de viande. Le végétalien, quant à lui, ne va pas consommer d'œufs. Et enfin, le vegan ne consomme aucun produit d'origine animale. Des petits principes alimentaires aussi, quelque chose dont on peut s'inspirer. Alors, il ne s'agit pas forcément de le mettre en place de manière systématique, mais ça peut être intéressant de le mettre en place de temps en temps, notamment quand on a des problèmes de résistance à la perte de poids. Ou pour enclencher une perte de poids, ça peut être intéressant aussi, ou en tout cas pour changer d'hygiène, d'habitude de repas. Le jeûne intermittent, le principe, c'est de manger ou d'avoir une prise alimentaire qui est autorisée sur une plage de 8 heures. Hein, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut manger pendant les 8 heures. Donc en gros, ça veut dire sur 8 heures, on va faire 2 repas. Et puis, on s'abstient de manger pendant 16 heures. Donc, vous voyez ici quelques schémas. Moi, j'aime bien le C, c'est-à-dire, alors bon, c'est une planche canadienne, donc du coup, forcément, on a des termes qui ne sont pas employés en France. Hein. Sauter le souper, donc en gros, sauter le dîner, ça veut dire que vous allez prendre votre petit-déj à 7 heures, par exemple, et puis vous allez encore prendre un déjeuner, éventuellement une petite collation à 15 heures, et vous arrêtez de manger à 15 heures. Donc, ça vous fait un jeûne de 16 heures. Et donc, ça vous permet de sauter le dîner. C'est intéressant parce que finalement, le soir, de toute façon, on recommande de dîner plutôt léger. Ça permet d'avoir un sommeil vraiment réparateur hein, et de permettre au corps de faire tous les processus réparateurs qui se font tout à fait naturellement la nuit. Donc, vous voyez les nombreux avantages du jeûne intermittent, notamment au niveau du métabolisme des graisses, hein, puisque forcément, votre corps rentre un petit peu en phase de diète et de déplétion, voilà, je cherchais le mot, et du coup, naturellement, il va devoir chercher de l'énergie ailleurs que dans l'énergie facilement disponible lorsque l'on mange régulièrement. Ça permet aussi de mieux réguler et contrôler son appétit, d'être plus attentif à son appétit. Donc c'est intéressant, mais attention à la mise en place, éviter de sauter le petit-déj. Et puis, moi, franchement, je ne vous conseille pas de faire ça tous les jours. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Par contre, à mettre en place régulièrement, suivant votre envie, votre possibilité, ça peut être intéressant. Un petit mot sur l'approche de la médecine traditionnelle chinoise sur la consommation de sel. Vous vous souvenez, le sel qui est à réduire notamment par rapport à l'hypertension artérielle. Alors, vous voyez ici les 5 éléments sur lesquels se base la médecine traditionnelle chinoise. Et ces 5 éléments, sachez qu'ils sont en lien avec des organes dans notre corps. Traditionnellement, le feu est en lien avec le cœur, et les reins sont en lien avec l'eau. Or, il se trouve que dans cette relation entre les différents éléments, vous voyez que l'eau détruit le feu. Bon, enfin, après, c'est très très logique hein, finalement, hein. On sait très bien que l'eau détruit le feu, ce qui voudrait dire que potentiellement, les reins détruisent le corps. Alors, je trouve que cette approche est très intéressante puisque on sait bien que les reins filtrent le sel et que l'excès de sel est mauvais pour le système cardiovasculaire. Donc, on a cette analogie avec la médecine traditionnelle chinoise. On comprend mieux pourquoi il est important de réduire le sel.
Donc voilà pour cette grosse partie sur l'alimentation. Maintenant, un petit mot sur l'activité physique. Donc vous savez que l'activité physique est très importante dans la prévention des pathologies cardiovasculaires. Elle sert à énormément de choses. Quelques chiffres ici qui datent un petit peu, mais honnêtement qui soit sont identiques, soit sont pires. L'inactivité est responsable d'un quart des cancers du sein et du côlon, de plus d'un quart des diabètes et de presque un tiers des infarctus. Donc c'est incroyable comme c'est important. On a de nombreuses études et de méta-analyses qui le prouvent, et notamment des bienfaits de l'activité physique. Vous voyez ici, par exemple, 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine permet d'augmenter son espérance de vie en bonne santé de 4 ans. Le fait de marcher régulièrement permet de diminuer de moitié le risque de mortalité cardiovasculaire. Donc, je crois que plus personne n'est à convaincre des bienfaits de l'activité physique. Alors, juste encore quelques petits éléments sur les effets de cette activité physique. Vous voyez qu'elle stimule le métabolisme. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien. Mais elle permet aussi d'entretenir tous les muscles, dont le cœur. Elle permet de mieux transporter le cholestérol, de mieux oxygéner les poumons, et de sécréter des endorphines qui vont permettre de mieux gérer le stress et de mieux dormir. Alors, que faut-il faire comme activité physique? Eh bien, une activité physique minimale quotidienne. Ça peut être simplement des étirements et des assouplissements, mais on va recommander quand même de faire une endurance modérée. Alors, vous entendez parler de ces fameux 10 000 pas. Oui, c'est déjà très, très bien de faire ces fameux 10 000 pas par jour. On est tellement sédentaire aujourd'hui à prendre sa voiture pour faire tout que vraiment se forcer à marcher le plus possible sera très intéressant. Sachez que de faire des tâches ménagères, de faire du jardinage est considéré également comme une activité d'endurance modérée. Un dernier petit mot dont je parle vraiment ici spécifiquement pour le syndrome métabolique, c'est d'essayer de pratiquer chez soi quelques exercices qui vont travailler sur la sangle abdominale. Vous vous souvenez, sangle abdominale, et donc augmentation du périmètre abdominal, c'est un facteur qui est pris en compte dans le syndrome métabolique. De pratiquer, allez, on va dire 5 minutes d'exercice de gainage tous les jours permet de travailler sur la réduction de la graisse viscérale et donc d'éliminer ou de mettre de côté un facteur de risque du syndrome métabolique. Alors, en hygiène de vie, encore quelques éléments. Le premier qui est la gestion du stress. Alors, vous voyez ici, c'est un schéma en fait du fonctionnement et de l'impact de notre système nerveux autonome. Ce système nerveux, il est divisé en deux parties. Le premier qui est le système nerveux stimulateur, on va dire, donc le sympathique, qui est la partie de gauche, et le système nerveux qui est plutôt inhibiteur, le parasympathique. Retenez que le sympathique, il va plutôt intervenir dans tout ce qui est stress, et historiquement combat ou fuite. Donc, je vois un dinosaure, soit je vais le combattre, soit je vais prendre les jambes à mon cou et fuir. Donc, la survie. Et puis, donc, le parasympathique, lui, va plutôt jouer sur tout ce qui est régénération, repos, digestion. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que la conscience de ce système nerveux central est très important dans le syndrome métabolique parce qu'il va avoir un impact sur le fonctionnement cardiaque, sur la gestion de la glycémie par l'intermédiaire du pancréas. Donc, il faut vraiment garder ces éléments à l'esprit, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, bien gérer son stress, bien gérer son sommeil, bien gérer ses émotions, sont tout aussi importants que ce que vous mangez dans la prévention du syndrome métabolique. Alors, comment faire? Eh bien, premier élément, c'est limiter son stress, essayer d'avoir un sommeil de la meilleure qualité possible, donc y être attentif. Une première petite piste, c'est pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne le connaissez pas. Cela permet de rééquilibrer votre système nerveux, à la fois le côté sympathique et le côté parasympathique. Orthosympathique ou sympathique, c'est la même chose. Alors, comment fait-on? Le principe, c'est qu'on va mettre en place cette méthode 3 fois par jour. On va mettre en place des cycles de 5 minutes. Et donc,
Pour chaque cycle de 5 minutes, on va essayer d'avoir 6 respirations par minute. C'est-à-dire, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes et je fais ça pendant 5 minutes. Donc, vous allez avoir des cycles de 30 respirations, idéalement à pratiquer 3 fois par jour. Alors, franchement, ça semble peut-être compliqué comme ça, hein, on appelle ça la méthode 3-6-5. Ça semble un peu compliqué, mais finalement, c'est très, très naturel et ça vient très vite. Et surtout, n'hésitez pas, il existe beaucoup d'applications ou de vidéos sur YouTube que vous pourrez trouver qui vous permettent de vous guider dans votre respiration, hein, avec souvent des jolis dessins qui évoluent, des courbes comme ça qui montent et qui descendent, qui d'ailleurs sont très apaisantes à regarder, et puis avec une jolie musique à écouter qui vous permettent de rythmer votre respiration. Il a vraiment été prouvé que la cohérence cardiaque apporte énormément de bienfaits que vous voyez listés ici, et notamment sur tout ce qui est prévention cardiovasculaire. On a vraiment de nombreuses études qui ont été mises en place. Je vous invite, si vous souffrez de différents facteurs du syndrome métabolique, à mettre en place cette cohérence cardiaque le plus vite possible. Ne vous mettez pas trop de pression parce que sinon, vous allez de nouveau générer du stress. Peut-être essayer déjà une fois par jour, allez, 3 minutes. Et puis, si vous y prenez goût, si vous arrivez à le mettre en place, peut-être faites-le 2 fois par jour, 3 minutes, etc., etc. Essayez petit à petit d'augmenter. Si vous arrivez à le faire suivant la méthode 3-6-5, c'est-à-dire 5 minutes, 3 fois par jour, bah, c'est génial et c'est ça de prix. D'autres éléments pour gérer votre stress que je ne vais malheureusement pas avoir le temps de détailler ici, mais je vous donne quelques pistes, vous voyez. Donc, la pratique du yoga, très simple. Là aussi, il ne faut pas se prendre la tête. On n'est pas obligé de pratiquer 1 heure de yoga tous les jours, mais déjà juste quelques minutes, ce sera formidable si vous arrivez à le mettre en place tous les jours. Des techniques de relaxation, de la sophrologie, pourquoi pas mettre en place de la méditation. Et puis d'autres techniques que je vous invite à regarder, à développer si vous le souhaitez. Enfin, donc, il convient vraiment en matière d'hygiène de vie d'essayer de limiter au maximum l'alcool et si vous fumez, vraiment de bannir, donc d'arrêter de fumer dès que possible. Je vais enfin aborder le dernier aspect de cette présentation qui concerne la complémentation et puis des conseils un petit peu plus spécifiques suivant chaque type de pathologie. Alors, je vais d'abord parler de l'hyperlipidémie avec notamment le cholestérol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème majeur quand on parle du cholestérol, c'est surtout l'inflammation et l'oxydation. C'est pour ça qu'on parle d'avoir suffisamment de HDL cholestérol et pas forcément que de réduire le cholestérol total, qui est un non-sens, puisque le cholestérol, on en a besoin. Donc, c'est vraiment, sachez qu'il faut avoir suffisamment de bon cholestérol, donc ce fameux HDL. Limiter le cholestérol dans l'alimentation, finalement, c'est presque un non-problème, puisque le cholestérol alimentaire, il est peu absorbé. Si on a des excès, c'est surtout un problème de foie. Donc, ce sera du foie dont il faudra prendre soin. Du coup, voici des plantes qu'on peut vous conseiller, l'artichaut, le chardon-marie et le desmodium, qui sont vraiment des plantes très connues sur la prévention du foie. Alors, je rentre dans le détail, l'artichaut, elle permet de détoxifier le foie, elle a aussi une action sur le cholestérol, elle permet d'éliminer, elle est diurétique. Il est diurétique. Le chardon-marie, lui, c'est peut-être la plante vraiment régénératrice des cellules hépatiques et elle protège le foie. Et le dernier, le desmodium, est aussi un hépatoprotecteur très puissant, notamment en cas d'intoxication ou d'hépatite. Alors, ces 3 plantes, elles sont rassemblées dans un produit que propose le laboratoire Soria Natural, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Cirasil. Alors maintenant, c'est même une nouvelle formule, Cirasil Plus. C'est vraiment un produit phare du laboratoire que je ne peux que vous recommander de tester si vous ne l'avez pas encore testé, qui vraiment remet les choses d'équerre au niveau du foie. Quand on a une souffrance hépatique, c'est vraiment très intéressant de se faire une petite cure de Cirasil. Ça va vraiment, vous allez vraiment sentir la différence au niveau digestion et confort hépatique. Pour également protéger votre organisme en cas d'hyperlipidémie, il faut penser encore à l'olivier.
Donc, bah oui, on le consomme bien dans l'huile d'olive, on le consomme avec les olives. On peut aussi le consommer sous forme d'extrait fluide, puisque c'est un antihypertenseur. On va aussi penser à l'olivier en cas de cholestérol ou en cas de diabète de type 2. Une autre plante dont j'ai souhaité vous parler, c'est l'avoine, parce que l'avoine a un impact aussi dans le maintien du cholestérol. Et si on est sur un terrain qui est plutôt nerveux et anxieux, on aura tout intérêt à recourir à l'avoine, qui sera vraiment d'une bonne utilité. Pour soutenir le foie, je pense que vous connaissez l'épice dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais qui sera présentée ici sous une forme beaucoup plus concentrée. Il s'agit du curcuma. Le curcuma a une action hépatoprotectrice. Elle est également stimulante hépatique. Et enfin, elle a une forte action antioxydante, donc tout indiqué dans le syndrome métabolique. Les oméga 3, eh bien, c'est un formidable outil de prévention cardiovasculaire. On a l'huile de krill, mais ici, l'huile de foie de morue jouera aussi tout son rôle. Donc, pensez à l'intégrer dans votre alimentation et si vous n'en avez pas suffisamment, n'hésitez pas à vous complémenter de manière régulière parce qu'ils sont vraiment très, très importants et plus on avance dans l'âge, plus on en aura besoin. Je vous propose également un dernier produit qui est le resveratrol, qui est un antioxydant cardiovasculaire vraiment indiqué dans les problèmes cardiovasculaires. Donc ça, c'est un très bon complément si vous ne consommez pas suffisamment d'antioxydants de source alimentaire. D'autres composés utiles dans l'hyperlipidémie, la levure de riz rouge. Alors, on utilise aussi le terme de levure rouge de riz. Le vrai terme, c'est levure rouge de riz, mais voilà, on dit très souvent levure de riz rouge. Donc, c'est un produit que l'on conseille traditionnellement en santé naturelle pour gérer le cholestérol. Attention avec le dosage, attention avec les produits. Faites-vous conseiller si vous ne connaissez pas, car on peut vraiment trouver à boire et à manger un petit peu comme la spiruline. La coenzyme Q10, c'est un antioxydant majeur, très intéressant à prendre en même temps que des statines, qu'elles soient naturelles ou comme la levure rouge de riz ou bien des statines de synthèse, car quand on inhibe la production de cholestérol, eh bien, on inhibe aussi la production de coenzyme Q10. Or, ce dernier est très important dans l'organisme et donc il est très important d'en prendre si l'on a tendance à prendre des statines. Les flavonoïdes, donc des antioxydants majeurs, notamment dans le thé vert. Hein. Attention à bien les choisir. Il y a certains thés qui sont pollués, donc vous allez vous faire plus de mal que de bien. N'hésitez pas à intégrer l'ail dans votre alimentation et en particulier l'ail noir, qui est un ail fermenté, qui sera un antioxydant puissant et qui a une action favorable sur les hyperlipidémies, hein, des actions qui sont vraiment documentées par des études scientifiques. Enfin, le psyllium. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, le psyllium, c'est présent sous forme de petites poudres. On trouve ça maintenant de manière très, très courante dans les parapharmacies, pharmacies ou dans les magasins bio. Le psyllium est très riche en fibres qui vont permettre de réduire l'absorption du cholestérol. Dans le diabète de type 2, nous avons de nombreux composés que l'on peut trouver dans l'alimentation ou en complémentation. Alors, il y a le chrome qui est très connu, c'est un cofacteur de l'insuline qui va vous aider à diminuer la glycémie à jeun. La cannelle, qui est un léger hypoglycémiant à jeun et qui sera également favorable en hyperlipidémie. Donc, on peut l'intégrer facilement dans l'alimentation. L'acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant puissant. Alors celui-là, il faudra plutôt le prendre en complément alimentaire, d'autant plus qu'il est très intéressant de l'associer avec la vitamine B12 parce que les deux vont se régénérer. La coenzyme Q10, on en a déjà parlé, c'est un antioxydant majeur, mais il a en plus un rôle sur le contrôle de la glycémie et sur l'hémoglobine glyquée, qui est un marqueur de diabète, enfin de prédiabète, voire d'évolution de la glycémie, donc de diabète. Le magnésium, sachez que si vous êtes en carence de magnésium, ce qui arrive quand même très très souvent, eh bien, cela favorise l'insulinorésistance. Et enfin, un composé que l'on peut utiliser, qui est un composé naturel présent dans l'épine vinette. C'est une plante que vous voyez dessinée en bas à droite, qui a finalement la même action peu ou prou que la metformine, qui est un médicament que l'on prend, qui est un antidiabétique. Donc là, je vous donne des pistes. Évidemment, n'arrêtez pas de vos médicaments, ne faites rien sans l'accord de votre médecin, de votre cardiologue, de votre endocrinologue, hein, par pitié.
Enfin, quelques petits conseils spécifiques pour le diabète de type 2. Donc, évidemment, on arrête les sucres raffinés. On essaye, pourquoi pas, de mettre en place un jeûne intermittent, pardon, ou voire même un jeûne hydrique. Mais là, je vous conseille aussi de vous faire accompagner parce que ce n'est pas anodin comme méthode. Et puis, essayer de mettre en place une alimentation à IG bas, donc l'index glycémique bas. Pour mémoire, donc ici, sur le côté droit, en bleu, des facteurs qui diminuent l'index glycémique, donc le fait d'avoir des fibres, ça j'en avais parlé, le fait d'avoir des lipides, donc des corps gras, par exemple, si l'on mange du chocolat, pourquoi pas le manger avec des amandes, l'acidité, et enfin la teneur en protéines. Donc si par exemple on souhaite manger je ne sais pas moi, des pâtes, pourquoi pas les allier avec des lentilles, hein, pas forcément des protéines animales. Et donc les facteurs qui augmentent l'index glycémique, ça va être l'extrudation, par exemple tout ce qui est céréales soufflées ou les galettes de riz soufflées, tout ce qui est cuisson très importante, la friture, le four, les gratins, le barbecue. Tout ce qui est mûrissement, donc plus vous allez avoir des fruits et des légumes mûrs, plus l'index glycémique va augmenter. Et enfin, la texture, par exemple, consommer plutôt des carottes râpées qu'une purée de carottes. Voilà quelques petits exemples d'aliments à index glycémique élevé en bas de votre écran, mais on en a déjà un petit peu parlé. Alors, dans le diabète de type 2, on a de nombreux composés qui sont utiles. Alors, on a la chance avec le laboratoire Soria Natural d'avoir des produits vraiment spécifiques, avec l'un qui s'appelle le Diabécil, qui est vraiment un produit qui va vous permettre de mieux gérer le glucose sanguin. Et puis un autre produit qui va permettre d'éviter de transformer les glucides ingérés en sucre et donc en graisse, donc facteur de risque d'augmentation des triglycérides. Donc ces deux produits sont à utiliser sur conseil d'un thérapeute, mais qui peuvent vraiment vous aider à mieux gérer votre glycémie. Et puis je vais traiter encore juste l'hypertension artérielle avec des conseils spécifiques. Donc, hygiène de vie, bien entendu, diminuer le stress, mettre en place, par exemple, la cohérence cardiaque, comme on l'a vu tout à l'heure. Diminuer les produits animaux particulièrement pro-inflammatoires, que sont la viande rouge, les charcuteries, les fromages à pâte dure, qui sont aussi des produits qui sont très riches en sel, notamment les deux derniers. Et donc, on va essayer de diminuer au maximum sa consommation de sel. Vous voyez quelques petites équivalences ici, sachant qu'on recommande de ne pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Bien, vous voyez que si vous consommez 3 tranches de pain avec, je ne sais pas moi, 2 tranches de jambon, donc là, on est déjà à 3 grammes. Si vous rajoutez encore des légumes en conserve et une portion de fromage, c'est déjà terminé, vous êtes déjà aux 5 grammes. Et là, vous n'avez mangé qu'un seul repas. Donc, faites très attention à cette consommation de sel qui est vraiment présente partout et en particulier dans le pain, la charcuterie, les fromages et tous les produits transformés. Et puis, bien sûr, perdre du poids est un facteur aggravant, enfin, le surpoids est un facteur aggravant dans la gestion de l'hypertension artérielle. Donc, on a tout intérêt à contrôler son poids, à essayer de le perdre. Donc, pour ce faire, la simple mise en place d'une activité physique régulière, par exemple 30 minutes de marche, au moins une fois par jour, hein, sera vraiment tout à fait indiqué. Dernier élément dont on a déjà parlé précédemment, pourquoi pas mettre en place un jeûne, donc cette fois-ci un jeûne hydrique, donc basé uniquement sur des boissons, donc de l'eau, des tisanes, éventuellement des jus de légumes, mais de manière encadrée, 1 à 2 fois par an, peut vous aider à mieux gérer votre hypertension artérielle. Quelques complémentations. Alors l'ail, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, hein, l'ail noir, donc l'ail fermenté. L'olivier, qui est vraiment une plante du syndrome métabolique, donc une plante majeure du syndrome métabolique. L'aubépine, alors là, c'est une plante qu'il faut retenir dans tout ce qui est régulation du rythme cardiaque. Le potassium, qui va permettre de prévenir l'hypertension artérielle chez les gros consommateurs de sel, puisqu'il va permettre de bien rééquilibrer l'équilibre qui doit se faire entre différents minéraux, le potassium, le calcium, le sodium. Donc, vous voyez des aliments qui sont très riches en potassium. Il y en a un qui est très connu, c'est la banane. Pensez aussi à l'avocat, également les champignons ou bien la betterave. Dans l'alimentation, on va également essayer de forcer sur le magnésium, hein, donc au même titre que le potassium.
La vitamine K et particulièrement la vitamine K2, MK7, qui est une forme bien particulière de vitamine K, qui va permettre de limiter les dépôts calciques là où on ne le souhaite pas. Des antioxydants en quantité importante dans l'alimentation. Alors, on va les retrouver dans la coenzyme Q10, hein, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, mais aussi tout simplement dans la vitamine C ou dans du thé vert. La vitamine D, là aussi, j'en ai déjà parlé. Alors, la vitamine D, elle a de nombreux impacts, dont une action rénale. Elle va permettre de diminuer la production de rénine. Et enfin, les oméga-3 qui vont avoir un effet vasodilatateur. Donc, forcément, si on augmente les vaisseaux, ça va permettre de diminuer l'hypertension artérielle. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé très dense. J'espère que j'ai apporté de premiers éléments de réponse à toutes vos questions sur le syndrome métabolique. Donc, comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit en commentaire dans cette vidéo, soit vous pouvez me les envoyer par mail, donc vous voyez mes coordonnées ici, soit vous pouvez les envoyer également par mail au laboratoire Soriavi. Vous verrez les coordonnées dans la présentation de la chaîne YouTube du laboratoire. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous souhaite également de bien mettre en place tous ces bons principes afin de bien gérer votre syndrome métabolique. Voilà, à très bientôt et bonne journée. Au revoir.